Léa Dubois ajusta sa veste en jean usé pour ce qui lui semble être la millionième fois aujourd'hui, la serrant davantage dans l'espoir de se faire plus petite. Dépassant à peine le mètre 60, avec des tresses auburn emmêlées tombant dans son dos et d'immenses yeux bleus qui semblent toujours remplis d'appréhension, elle a appris très tôt que se fondre dans la masse était essentiel à l'Académie Saint-Germain. Le vaste campus en granit, avec ses allées interminables et son flot constant d'élèves, est devenu son labyrinthe personnel depuis que sa famille a déménagé de Bretagne l'automne dernier. Elle serre plus fort les bretelles délavées de son sac messager alors qu'elle traverse le square animé, évitant les groupes d'élèves qui semblent la traverser du regard. La lumière du soleil filtre à travers les chênes imposants, mouchetant les allées de briques où ses bottines usées traînent silencieusement à chaque pas incertain. Son but est toujours le même, l'atelier d'art, où elle peut se perdre dans un monde de peinture et de toiles et oublier le monde réel. « Tiens, regarde ce qui s'est échoué !» La voix tranche le brouhaha de midi comme une scie rouillée. L'estomac de Léa se serre lorsqu'elle reconnaît la traîne moqueuse de Maxime Lemaire, le roi incontesté de l'Académie Saint-Germain. Culminant à 1,90 m avec des cheveux bruns parfaitement ébouriffés et un air de droit acquis qui ne vient que d'une vie à obtenir tout ce qu'il veut, Maxime attire l'attention comme un aimant. Son blouson de marque se tend sur sa carrure musclée et ses yeux sombres affichent un sourire glaçant qui glace le sang de Léa. Il est soutenu par ses fidèles acolytes, Kevin le Rock Moreau, un type costaud avec une coupe à ras et un rictus perpétuel, et Théo de Marco, dont les cheveux blonds gominés sont aussi tranchants que son esprit. Ensemble, ils forment un mur menaçant qui bloque le chemin de Léa vers l'atelier d'art. « Regardez ça, les gars, c'est la maniaque d'art !» continue Maxime, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Tu essaies toujours de te cacher dans ce vieux chiffon que tu appelles une veste ?» Le cœur de Léa bat la chamade, alors qu'elle essaie de les contourner, mais Kevin se déplace pour lui couper le chemin. Les élèves commencent à ralentir, sentant le problème, mais personne n'ose s'impliquer. C'est le royaume de Maxime, et tout le monde sait qu'il vaut mieux ne pas le défier. « J'essaie d'aller en cours, » marmonne Léa, sa voix à peine audible au-dessus du bavardage. « Qu'est-ce que tu as dit, Dubois ?» Maxime fait une coupe avec sa main derrière son oreille de façon exagérée. « Je ne t'entends pas avec tous ces marmonnements. Peut-être que si tu t'habillais un peu mieux, les gens se soucieraient de ce que tu as à dire. » Théo ricane et Kevin fait craquer ses doigts. Le son fait sursauter Léa, une réaction qui ne fait que les encourager davantage. Ce qu'ils ne savent pas, ce que personne à Saint-Germain ne sait, c'est que Léa pratique l'aïkido depuis l'âge de 7 ans. Sa mère, une ancienne instructrice d'arts martiaux, avait insisté pour qu'elle apprenne à se protéger après un incident effrayant dans leur ancien quartier. Pendant des années, elle s'est entraînée avec diligence, apprenant à utiliser la force d'un attaquant contre lui, à se défendre avec grâce et précision. Mais elle ne peut pas utiliser ses compétences. Pas ici, pas contre d'autres élèves. Sa mère a toujours souligné que les arts martiaux ne sont destinés qu'à la légitime défense et non au règlement de petites querelles. « Choisis toujours la diplomatie en premier », lui a-t-elle rappelé d'innombrables fois. « Utilise tes mots si tu peux. Ne te bats que si tu n'as pas d'autre choix. » Alors elle endure. Jour après jour, semaine après semaine, elle ravale sa peur et sa formation, espérant que les choses s'amélioreront, espérant qu'ils se lasseront d'elle et passeront à autre chose. Elle avait tort. Les incidents ont commencé subtilement. Maxime renversait accidentellement son matériel d'art dans le couloir, faisant tomber pinceaux et crayons sur le sol, pendant que les élèves passaient sans un regard. Kevin la bousculait assez fort pour la faire chanceler contre les casiers, le métal résonnant dans les couloirs. Théo faisait des remarques désobligeantes sur ses œuvres d'art à chaque fois qu'elle passait, chaque mot étant soigneusement conçu pour piquer. La cafétéria est devenue une zone dangereuse. Léa a appris à chronométrer soigneusement ses visites, attendant que Maxime et sa bande soient déjà assis avant de s'y aventurer.
Elle prenait un smoothie et trouvait une table tranquille dans le coin, espérant profiter d'un moment de paix. Mais la paix était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. « Et du bois !» La voix de Maxime résonne dans toute la cafétéria pendant le déjeuner d'un mercredi particulièrement misérable. « Pourquoi tu ne viens pas nous rejoindre? On promet de ne pas te mordre. Trop fort. » Toute la cafétéria se tourne pour regarder Léa qui se fige, son smoothie à la mangue à mi-chemin de ses lèvres. La chaleur monte à sa nuque alors que des dizaines de pères d'yeux se concentrent sur elle, attendant de voir ce qui va se passer ensuite. Elle sent ses mains trembler alors qu'elle abaisse lentement sa boisson. « Je vais bien ici, merci », parvient-elle à dire, sa voix sonnant plus courageuse qu'elle ne se sent. « Oh, mais j'insiste !» Maxime se lève, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. « Kevin, Théo, pourquoi vous n'allez pas escorter notre petite amie ici ?» Les deux garçons se lèvent comme des chiens bien dressés, leur sourire prédateur. Les muscles de Léa se tendent, son corps se mettant instinctivement en position défensive avant qu'elle ne puisse s'en empêcher. Elle force ses épaules à se détendre, ses mains à se desserrer. Elle ne peut pas se battre. Pas ici, pas maintenant. Alors que Kevin et Théo s'approchent, elle saisit son sac messager et se précipite vers la sortie, laissant son smoothie inachevé derrière elle. Le son de leur rire la suit hors de la cafétéria, résonnant dans sa tête longtemps après qu'elle se soit échappée dans le sanctuaire de la bibliothèque. Monsieur Durand, le bibliothécaire, lève les yeux de son ordinateur avec un froncement de sourcils inquiet. « Léa ? Tout va bien, ma chérie ?»« Je vais bien, » ment Léa, trouvant une table tranquille, près du fond. « Je voulais juste lire un peu. » Monsieur Durand l'étudie un instant, ses yeux bienveillants voyant plus que Léa ne veut montrer. Mais il se contente de hocher la tête et retourne à son travail. C'est la même réponse que Léa reçoit de tous les adultes. Il voit ce qui se passe, mais personne ne veut intervenir. Il est plus facile de fermer les yeux, de prétendre que la cruauté adolescente est juste une partie normale de la croissance. Le gymnase est un autre champ de mine. Pendant les sports d'équipe obligatoires, Maxime lance accidentellement des ballons de dodgeball à sa tête, les sphères en caoutchouc la frappant avec des claquements douloureux qui brouillent sa vision. L'entraîneur Thomas siffle et appelle cela un accident, mais le sourire narquois sur le visage de Maxime raconte une histoire différente. « Désolé, Dubois, » dit-il avec une fausse sympathie. « Je suppose que tu dois travailler tes compétences d'esquive. » Si seulement il connaissait ses compétences d'esquive, si seulement il savait qu'elle aurait pu attraper cette balle et la relancer avec assez de force pour le faire tomber. Mais elle serre les dents et frotte sa tête douloureuse, gardant sa colère pour son sac de frappe à la maison. Les vestiaires sont le pire. Loin des regards indiscrets des adultes, Maxime et ses amis se sentent libres d'intensifier leur harcèlement. Il cache ses vêtements pendant qu'elle se douche, la forçant à chercher frénétiquement enveloppée dans une serviette. Il claque les portes des casiers près de sa tête, les bruits métalliques la faisant sursauter. Une fois, ils ont rempli son portfolio d'art avec de l'eau, ruinant ses dernières peintures. À travers tout cela, Léa reste silencieuse. Elle nettoie les dégâts, remplace ses affaires et essaie de se convaincre qu'en les ignorant, ils perdront tout intérêt. Mais les tyrans se nourrissent de réactions, et sa détresse évidente ne fait qu'alimenter leur cruauté. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue un jeudi après-midi à la fin du mois d'octobre. Léa se dirigeait vers son casier après le cours d'histoire, son esprit concentré sur le week-end à venir et l'échappatoire béni de 2 jours au tourment de Maxime. Elle pensait aux nouveaux mouvements d'aïkido que son sensei lui avait enseignés la veille, des techniques gracieuses qui nécessitaient un timing précis et un équilibre parfait. Elle n'a pas remarqué Maxime et ses amis qui l'attendaient près de son casier jusqu'à ce qu'il soit trop tard. « La voilà !» annonce Maxime à haute voix, attirant l'attention des élèves à proximité. La fille invisible elle-même. Léa s'approche prudemment, sa clé prête à ouvrir rapidement son casier et à prendre ses affaires.
Mais alors qu'elle atteint la serrure, la main de Kevin jaillit et lui saisit le bras. « Pas si vite, Dubois, ricane-t-il. On veut discuter un peu. »« Lâche-moi, » dit Léa, essayant de libérer son bras. Mais la prise de Kevin est comme un étau, ses doigts s'enfonçant dans sa peau. « Tu sais ce que je pense ?» Maxime s'approche, sa présence la dominant. « Je pense que tu es bizarre. Personne n'est aussi silencieux sans raison. » Peut-être qu'elle a quelque chose à cacher, suggère Théo avec un sourire cruel. C'est peut-être pour ça qu'elle porte toujours cette vieille veste miteuse. Les yeux de Maxime brillent d'un intérêt malveillant. « C'est ça, Dubois? Tu caches quelque chose là-dessous ?» Avant que Léa ne puisse réagir, la main de Maxime jaillit et saisit le devant de sa veste en jean. Le tissu se resserre et tire alors qu'il tire dessus, essayant de l'arracher. Les mains de Léa volent vers sa veste, essayant de la maintenir fermée, mais Maxime est plus fort et plus déterminé. « Arrête !» crie-t-elle, sa voix se brisant de peur et de colère. « Laisse-moi tranquille !» Mais Maxime ne s'arrête pas. Au contraire, sa détresse semble l'exciter. Il tire plus fort, le tissu se tendant contre sa prise. Les élèves commencent à se rassembler, formant un cercle autour de la confrontation. Certains sortent leur téléphone, prêts à enregistrer ce qui va se passer ensuite. « Allez, Dubois !» raille Maxime, ses doigts tordus dans sa veste. « De quoi as-tu si peur de nous montrer ?» C'est alors que Léa la voit. Marine Sanchez se tient au bord de la foule, ses yeux sombres grands ouverts d'inquiétude. Marine est tout ce que Léa n'est pas. Extravertie, populaire, confiante. Ses longs cheveux bruns tombent en vagues parfaites dans son dos, et son sourire pourrait faire fondre la glace. Elles ont été partenaires dans un projet de groupe pour le cours de français, et Marine a toujours été gentille avec elle, la traitant comme un être humain au lieu de quelqu'un à ignorer. « Maxime, arrête !» dit Marine, se frayant un chemin à travers la foule. « Laisse-la tranquille !» La prise de Maxime sur la veste de Léa se relâche légèrement alors qu'il se tourne vers Marine. « Tiens, tiens, si ce n'est pas la militante de la justice sociale. Ça ne te regarde pas, Marine. »« Ça me regarde quand tu harcèles quelqu'un qui ne peut pas se défendre, » répond Marine, sa voix stable malgré la tension dans l'air. L'expression de Maxime s'assombrit. « Tu sais quoi, Marine? Peut-être que tu as besoin d'une leçon aussi. » Il lâche la veste de Léa et se dirige vers Marine, ses intentions claires. La foule retient son souffle, attendant de voir ce qui va se passer ensuite. Marine reste sur ses positions, mais Léa peut voir la peur dans ses yeux. Et c'est là que quelque chose à l'intérieur de Léa se brise. Des années d'entraînement, des mois d'humiliation, et toute une vie à se faire dire d'éviter les conflits ne veulent soudainement plus rien dire. Maxime a franchi une limite en menaçant Marine, et Léa n'allait pas le laisser blesser la seule personne qui lui avait montré de la gentillesse. « Éloigne-toi d'elle », dit Léa, sa voix portant un tranchant dangereux qui fait hésiter Maxime. Il se retourne vers elle avec un rire moqueur. « Oh, 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 regarde! La fille invisible a trouvé sa voie. Qu'est-ce que tu vas faire, la cinglée d'art ?» Maxime se jette sur Léa, sa main atteignant à nouveau sa veste. Mais cette fois, elle est prête, tout ralentit alors que son entraînement prend le dessus. Elle peut voir la trajectoire de son mouvement, les ouvertures dans sa défense, le moment parfait pour frapper. Sa main jaillit et attrape son poignet, ses doigts trouvant le point de pression que son sensei lui a enseigné. Les yeux de Maxime s'écarquillent de surprise et de douleur alors que sa prise devient molle. Avant qu'il ne puisse réagir, Léa se décale sur le côté et utilise son propre élan contre lui, le faisant trébucher vers l'arrière. « Qu'est-ce que ?» commence à dire Maxime. Mais Léa n'a pas fini. Elle s'avance, sa petite carrure rayonnant soudain de confiance et de puissance. J'ai dit « éloigne-toi d'elle ». Kevin et Théo se déplacent pour la flanquer, mais Léa calcule déjà les angles et les distances. Lorsque Kevin charge sur elle, elle se déporte sur le côté et balaye sa jambe, le faisant s'écraser au sol. Théo hésite un instant, reconsidérant clairement ses choix de vie, mais le cri de colère de Maxime le pousse à l'action. Théo la frappe avec un coup de poing sauvage, tout en force et sans finesse.
Léa se baisse sous son bras et saisit son poignet, utilisant son poids et son élan pour le faire basculer par-dessus son épaule. Il atterrit lourdement, l'air coupé. La foule halète, les téléphones enregistrant chaque instant. Maxime fixe ses amis tombés au combat avec incrédulité, avant de se retourner vers Léa avec fureur dans les yeux. « Espèce de monstre !» grogne-t-il, retirant son poing. « Je vais te faire payer pour ça !» Le coup de poing de Maxime arrive vite et fort, mais Léa s'y attendait. Elle se penche en arrière, laissant son poing siffler devant son visage, puis saisit son bras tendu et le tord. Maxime crie de douleur alors que Léa applique une pression sur son articulation du coude, le forçant à se mettre à genoux. « Tu veux savoir ce que je cache ?» dit Léa, sa voix calme et stable malgré le chaos autour d'eux. « Je cache le fait que j'aurais pu arrêter ça il y a longtemps. Je cache le fait que j'ai été entraîné à me défendre, et j'ai choisi de ne pas le faire parce que je pensais que tu finirais par grandir. » Elle applique plus de pression, et Maxime halète de douleur. « Mais tu viens de faire une erreur. Tu as menacé quelqu'un à qui je tiens, et maintenant j'en ai marre de jouer les gentilles. » Maxime essaie de se libérer, mais la prise de Léa est incassable. Elle l'a complètement à sa merci, et tout le monde dans le couloir peut le voir. Le grand Maxime Lemaire, roi de l'Académie Saint-Germain, est à genoux et impuissant. « S'il te plaît, » gémit Maxime, sa façade prétentieuse s'effondrant. « S'il te plaît, je suis désolé, je te laisserai tranquille. » Pendant un instant, Léa ressent l'envie de le blesser, de lui faire payer chaque insulte, chaque moment de peur, chaque larme qu'elle a versée à cause de sa cruauté. Elle peut sentir le pouvoir la parcourir, la connaissance qu'elle pourrait lui casser le bras d'une simple torsion de son poignet. Mais elle ne le fait pas. Au lieu de cela, elle le regarde avec quelque chose qui pourrait être de la pitié. « Je ne vais pas devenir comme toi, » dit-elle doucement. « Mais si tu me touches ou touches Marine à nouveau, si tu blesses quelqu'un qui ne peut pas se défendre, je ne serai pas aussi indulgente la prochaine fois. » Elle le relâche et Maxime recule en titubant, serrant son bras. Kevin et Théo se débattent déjà pour se relever, leur visage rouge d'humiliation et de douleur. « Ça va ?» Marine apparaît aux côtés de Léa, ses yeux brillants d'admiration et d'inquiétude. « Je vais bien, » dit Léa, soudainement consciente de tous les yeux sur elle. Le couloir est silencieux, à l'exception du bruit de Maxime et de ses amis qui se retirent, leur réputation en lambeaux. « C'était incroyable, » murmure Marine. « Où as-tu appris à faire ça ?»« Ma mère me l'a appris, » répond Léa, ses mains tremblant encore de l'adrénaline. « Elle a dit que je ne devrais l'utiliser que pour me protéger ou protéger quelqu'un à qui je tiens. » Le sourire de Marine est radieux. « Quelqu'un à qui tu tiens. » Léa sent ses joues rougir, mais elle hoche la tête. « Ouais, quelqu'un à qui je tiens. » La foule commence à se disperser, les élèves chuchotant avec excitation à propos de ce dont ils viennent d'être témoins. L'histoire se répandra dans toute l'école comme une traînée de poudre, mais pour une fois, Léa ne se soucie pas d'être le centre d'attention. Dans les jours qui suivent, l'Académie Saint-Germain semble être un endroit différent. Maxime et ses amis laissent une large place à Léa, leurs yeux rivés au sol, chaque fois qu'ils se croisent dans le couloir. La cruauté désinvolte, qui était autrefois leur marque de fabrique, est remplacée par des regards nerveux et des conversations à voix basse. D'autres élèves commencent à approcher Léa avec un respect nouveau. Certains veulent en savoir plus sur sa formation, d'autres veulent simplement être associés à la fille qui a abattu Maxime Lemaire. Elle se retrouve invitée à s'asseoir à différentes tables de déjeuner, incluses dans des conversations dont elle n'avait jamais fait partie auparavant. Mais le changement le plus significatif est sa relation avec Marine. Ce qui avait commencé comme un partenariat de projet de groupe s'est épanoui en quelque chose de plus profond. Elles passent leurs après-midi ensemble, parlant de tout, de leurs artistes préférés à leurs espoirs pour l'avenir. Marine a une façon de faire en sorte que Léa se sente vue et appréciée, non seulement pour ses compétences de combat, mais pour qui elle est en tant que personne. « J'ai toujours pensé que tu étais cool », admet Marine un après-midi alors qu'elles sont assises dans la cour, partageant un paquet de chips. « Mais je ne savais pas comment te parler, tu semblais toujours si renfermée. »
Je me protégeais, dit Léa, regardant un groupe d'élèves jouer au frisbee sur la pelouse. J'ai été la nouvelle élève assez de fois pour savoir que se démarquer signifie généralement se faire blesser. Mais tu t'es démarqué quand même, souligne Marine. Pas de la façon dont tu t'y attendais. Léa sourit, pensant à combien sa vie a changé en si peu de temps. Ma mère a toujours dit que parfois, il faut défendre ce qui est juste, même quand on a peur. Une semaine après la bagarre, Léa est surprise de trouver Maxime qui l'attend près de son casier après l'école. Il a l'air plus petit en quelque sorte, ses épaules voûtées et son arrogance habituelle remplacée par l'incertitude. « Je peux te parler ?» demande-t-il, sa voix manquant de sa confiance habituelle. Léa l'étudie un instant, sa main se déplaçant instinctivement vers la bretelle de son sac messager. « Qu'est-ce que tu veux, Maxime ?» « Je voulais m'excuser, » dit-il, les mots sortant à toute vitesse. « Ce que je t'ai fait, ce que nous avons fait, c'était mal, je le sais maintenant. »« Tu le sais maintenant ?» répète Léa, sa voix sceptique. « Tu ne savais pas que c'était mal quand tu le faisais ?» Le visage de Maxime rougit. « Je ne sais pas ce que je pensais. Je suppose que j'aimais me sentir puissant, et tu étais une cible facile. Mais te voir te défendre, voir à quel point tu es vraiment courageuse, ça m'a fait réaliser à quel point j'étais pathétique. Dire désolé n'efface pas des mois de harcèlement, dit Léa fermement. Ça n'annule pas la peur ou la douleur. Je sais, hoche la tête Maxime. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux promettre que ça ne se reproduira plus, ni à toi, ni à personne d'autre. Léa considère ces mots, voyant quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait pas vu auparavant, un véritable regret. Les actes valent mieux que les paroles, Maxime. Si tu veux vraiment arranger les choses, prouve-le en étant une meilleure personne. Je le ferai, dit-il sincèrement. Je le promets. Alors que Maxime s'éloigne, Léa sent un poids se soulever de ses épaules. La bagarre a changé plus que son statut à l'école. Elle a changé sa compréhension d'elle-même. Elle a appris que la force n'est pas seulement une capacité physique ou des compétences de combat. Il s'agit de savoir quand se défendre et quand faire preuve de compassion, quand se défendre et quand pardonner. Marine apparaît à ses côtés, ayant regardé la conversation à distance. « Comment tu te sens ?» demande-t-elle. « Libre », répond Léa, se surprenant de l'honnêteté de la réponse. « Pour la première fois depuis longtemps, je me sens libre. » Elles sortent de l'école ensemble, le soleil de l'après-midi projetant de longues ombres sur le parking. Léa ne ressent plus le besoin de se cacher dans des vêtements trop grands ou d'éviter le contact visuel avec ses camarades de classe. Elle a trouvé sa voix, sa force et quelque chose d'encore plus précieux. Elle a trouvé quelqu'un qui la voit pour qui elle est vraiment. Alors qu'elles atteignent la rue, Marine prend doucement la main de Léa. Leurs doigts s'entrelacent naturellement. « Envie de prendre des bubble teas ? Je connais un endroit génial en centre-ville. » Léa sourit, sentant la chaleur du toucher de Marine et la promesse de ce qui est à venir. « J'adorerais ça. » L'histoire de la fille silencieuse qui s'est défendue deviendra une légende à l'Académie Saint-Germain, transmise de génération en génération, d'élèves qui entendent des murmures dans les couloirs à propos du jour où tout a changé. Mais pour Léa, il ne s'agit pas de devenir une légende. Il s'agit de trouver le courage d'être elle-même, de protéger ceux à qui elle tient et de ne plus jamais laisser personne la faire se sentir petite. Elle a appris que parfois, les plus grandes victoires ne viennent pas de la défaite de vos ennemis, mais du choix de la gentillesse lorsque vous avez le pouvoir d'infliger de la douleur. En épargnant Maxime, alors qu'elle aurait pu le blesser, elle a montré que la force et l'empathie pouvaient coexister, que se défendre ne nécessitait pas de perdre son humanité. Les tyrans avaient saisi sa veste et crié, s'attendant à ce qu'elle se recroqueville comme elle l'avait toujours fait. Au lieu de cela, elle s'est défendue contre leur cruauté et a trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux que la vengeance. Elle s'est trouvée elle-même.